Bonjour à tous, je suis Ivan Paniux, formateur et consultant en gestion de projet. Et aujourd'hui, vous vous apprêtez à regarder une vidéo un peu particulière à destination des étudiants qui doivent valider un master au travers d'un mémoire professionnel. Cette formation que vous allez suivre est un enregistrement que j'ai effectué avec l'une de mes sessions, qui devait rédiger donc un mémoire professionnel. Et donc, je vous offre cette formation gratuite d'à peu près 1 heure qui vous permettra de cadrer l'ensemble de votre document avec des éléments qui sont génériques mais que vous pouvez adapter en fonction de votre contexte. Vous pouvez télécharger le support exposé dans cette vidéo directement dans le lien affiché dans la description. Si jamais vous êtes responsable de formation ou bien étudiant, n'hésitez pas à me contacter sur mon LinkedIn ou sur mon site internet car je propose des coachings personnalisés pour de l'accompagnement à la rédaction de mémoires de fin d'études. N'oubliez pas de liker, partager ou même de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre du contenu autour de la gestion de projet. Bon visionnage à vous. Bien, donc en fait, ce petit cours qu'on va faire, c'est vraiment pour vous exposer de manière générale comment vous pouvez rédiger votre mémoire. Donc vous avez des attendus par rapport à votre certification, votre diplôme. Et logiquement, on va dire les attendus va tourner autour d'une problématique à traiter sous la forme de la gestion de projet. Donc prenez bien en considération que cette problématique, c'est quelque chose que vous allez rencontrer en fait, durant toute votre carrière. Et toute problématique qui se pose en termes d'entreprise, c'est de la gestion de projet. C'est une problématique qu'on va prendre, sur laquelle on va trouver une solution. Et en fait, toutes les étapes par lesquelles on va passer, de partir du besoin, donc de la problématique, jusqu'à la solution, en fait, c'est que de la gestion de projet. Et le mémoire, en fait, vient démontrer à la fin de votre master que vous avez acquis toutes les compétences nécessaires pour analyser une problématique et mettre en place une solution. Même si durant cette problématique que vous allez traiter pendant votre année, vous n'allez pas forcément être tous en gestion sur la totalité du projet. Vous allez peut-être participer que sur une petite partie. Mais en tout cas, vous devez montrer que vous avez pris en considération l'ensemble du périmètre de votre projet. Vous devez montrer à votre jury, que ce soit durant votre écrit, mais aussi durant votre soutenance, que vous avez bien compris l'ensemble de toutes les étapes de votre projet, que vous avez vraiment pris tout en considération. Donc globalement, qu'est-ce qu'on va voir pendant la présentation? Je vais vous expliquer les entendus par rapport à votre mémoire, les enjeux, et en plus, je vais vous présenter un petit plan générique que vous allez pouvoir en fait prendre, l'adapter en fonction de de votre activité en entreprise, et ensuite pouvoir rédiger votre mémoire. D'accord? Ensuite, je vais rentrer un petit peu dans le détail de votre problématique, comment vous allez pouvoir la cadrer, et toute cette phase d'état de l'art. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un état de l'art et comment vous allez pouvoir le rédiger. Après, on parlera de la partie cadrage du projet, parce que comme je vous le disais, c'est un projet en tant que tel, comme tout projet, il va falloir le cadrer et aussi mener ce qu'on appelle une étude fonctionnelle. Ensuite, je vais vous expliquer la partie technique, comment vous allez pouvoir rédiger cette partie technique sur votre mémoire afin de montrer que vous avez les compétences en termes d'analyse, mais aussi que vous avez les compétences techniques. Et tout cet aspect aussi gestion de projet. Planification, mise en œuvre, gestion, etc. Et la dernière partie, je vous expliquer ce que vous allez devoir mettre en termes de déploiement projet, et donc les résultats que vous allez devoir montrer ou exposer. Et on terminera par cette petite partie bilan à la fin qui vient conclure votre mémoire. Donc tout d'abord, juste pour faire une petite introduction sur votre mémoire en tant que telle, je vais vous expliquer un petit peu les attendus par rapport à tout ça. Donc l'attendu, comme je vous ai déjà un petit peu expliqué sur l'introduction, en fait c'est de déployer un projet en réponse à une problématique qui a été identifiée. De manière très concrète, vous, en tant que candidat, en tant qu'étudiant, quand vous allez arriver devant votre jury, vous devez être en fait en mesure, à ce moment-là, d'avoir les compétences nécessaires pour mener ou participer activement à un projet. Tout cela en prenant en considération une problématique, qui sera forcément une problématique client ou une problématique en interne, et y apporter une solution. Comme je vous expliquais, vous n'allez pas forcément être obligé de devoir faire tout le projet de A jusqu'à Z. Vous allez peut-être participer que sur une petite partie du projet. Mais même si vous participez que sur une petite partie, vous devez démontrer à votre jury que vous avez cadré l'ensemble.
que vous êtes en capacité d'expliquer l'ensemble de votre projet. Et donc, tout cela va permettre de démontrer à votre jury que vous avez toutes les compétences nécessaires pour appréhender l'ensemble du cycle de vie d'un projet, que ce soit sur la partie analyse ou que ce soit sur la partie de mise en œuvre. Et vous allez pouvoir montrer toutes vos compétences à la fois d'analyse, comme je disais, mais aussi technique. Donc vous allez donc avoir cette phase d'analyse qui sera la première partie de votre mémoire. Et après, sur la deuxième partie, vous allez expliquer la partie technique, plus la partie mise en œuvre. Mais même si vous êtes sur une partie très technique, votre objectif aussi, c'est de tout vulgariser. Peut-être que dans votre jury, vous allez tomber sur des personnes qui ne sont pas du tout dans un domaine technique. Si jamais vous êtes sur une partie très poussée d'informatique, vous allez peut-être tomber sur un jury qui est RH. Donc l'informatique en tant que telle, cette personne-là ne va pas la comprendre. Donc vous, votre objectif, c'est aussi de vulgariser pour que en fait n'importe qui puisse lire votre mémoire. Donc évidemment, vous pourrez mettre de la technique dedans, mais voilà, il va falloir apporter tous les éléments nécessaires pour que la personne qui va le lire puisse le comprendre. Ensuite, les attendus, c'est de mener un état de l'art. L'état de l'art, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est dans tout projet, en fait, vous allez devoir mettre à jour vos compétences et vos connaissances. Vous n'allez peut-être pas être en mesure de pouvoir mener un projet dès le début. À un moment donné, vous allez vous poser, vous dire, bon, le projet qu'on doit mener, j'ai pas toutes les compétences, ou alors il me manque des informations. L'état de l'art est fait pour ça, par rapport à votre mémoire. Vous allez récolter un maximum d'informations, vous allez les analyser, en retirer une analyse critique, et toutes ces informations, vous allez pouvoir vous en servir pour exposer après la solution à votre problématique. Normalement, il y a à peu près 50 pages qui est attendu minimum. Tous les enjeux autour de votre mémoire, ça va passer dans un premier temps par déterminer votre problématique. C'est la première chose que vous allez faire. Quand vous allez l'exposer dans votre mémoire, vous allez montrer à votre jury, vous avez déjà compris cette problématique, mais aussi tout ce que cela englobe. Les causes de cette problématique, les conséquences, mais aussi les bénéfices que vous allez obtenir à la résoudre. Une problématique, c'est couramment tout ce qu'on fait dans une entreprise. C'est-à-dire on essaye de résoudre cette problématique pour obtenir un bénéfice derrière. C'est en fait la base de tout projet. Donc vous allez devoir exposer cette problématique. Qu'est-ce que ça implique pour vous de la résoudre? Et évidemment, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme solution pour pouvoir la résoudre? Également, vous allez recueillir, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les informations nécessaires pour sa résolution. Que ce soit l'état de l'art, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais aussi toute cette analyse interne à votre problématique, toute la partie cadrage du projet. Parce qu'il y a un existant déjà dans votre entreprise sur lequel vous allez devoir vous baser pour ensuite la résoudre. Également, vous, dans votre problématique et en entreprise, vous allez déployer tous les outils, à la fois techniques et humains, pour la résoudre. Et tout ça, c'est de la gestion de projet. Vous allez devoir l'exposer aussi. Il y a une phase aussi de, comme je disais, de planification, de mise en œuvre, de contrôle, toutes ces phases en fait très classiques de gestion de projet. Et vous allez devoir les démontrer dans votre mémoire. Et à la fin, vous allez faire part d'une conclusion et de recommandations, que ce soit au travers de la solution que vous allez exposer, mais aussi du bilan. Et tout ça, en fait, ça permet de prendre du recul, de montrer qu'en fait, vous êtes mature professionnellement et que vous avez tous les éléments à votre disposition pour mener une espèce d'analyse critique de votre projet, de votre problématique, et que maintenant, vous êtes en capacité de prendre cette hauteur autour d'un sujet d'entreprise et d'y mener à la fois une analyse critique, mais aussi d'y apporter des solutions, même si vous n'apportez pas toutes les solutions à votre problématique. Donc ici, je vais vous donner un plan générique d'un mémoire que vous pouvez récupérer, hein, sur lequel vous pouvez vous baser. Mais partez du principe qu'il va falloir l'adapter, parce que toutes vos problématiques vont être différentes, et vous n'allez pas pouvoir partir en fait de ce que je vais vous donner pour le suivre de A jusqu'à Z, et faire, entre guillemets, bêtement du copier-coller. Mais en tout cas, vous pouvez vous baser sur ça pour pouvoir cadrer le vôtre. Donc d'abord, vous allez commencer par la page de garde. Vous allez mettre des trucs très classiques, hein, nom, prénom, le nom de l'école, de l'entreprise, le nom de responsable de formation et votre tuteur. Vous pouvez essayer de le rendre visuel pour déjà attirer un petit peu l'œil sur votre mémoire. Renvoyer on va dire une image positive, très visuelle, très graphique de votre document
pour en fait inciter votre jury à le lire. Une fois que vous avez fait votre page de garde, vous pouvez mettre une petite partie remerciements, remercier les personnes qui vous ont aidé à sa rédaction ou qui vous ont aidé pendant votre alternance. Ça fait toujours plaisir au jury en fait de lire que vous avez été impliqué sur des projets, mais vous avez pas été seul et que des gens vous ont aidé pour pouvoir le rédiger. Si jamais vous êtes sur une problématique qui est, on va dire, importante, qui est critique ou qui est un petit peu peut-être sécurité défense, vous avez la possibilité de mettre une fiche de confidentialité que votre jury devra lire, signer avant en fait, de pouvoir récupérer votre mémoire, le lire et l'évaluer. Et après, vous pouvez rajouter les tables de matière. Une fois que vous avez rajouté la table des matières, vous passez sur l'introduction de votre mémoire. Et c'est ici que la numérotation commence. C'est-à-dire la page 1 démarre sur l'introduction. Vous essayez de mettre en place sur votre Word la numérotation à partir de l'introduction. Et ici, vous pouvez faire une ou deux pages à peu près pour exposer très rapidement votre entreprise et vous exposer votre problématique d'emblée. Comme ça permet de rentrer directement dans le vif du sujet. Vous restez très synthétique, mais en tout cas, vous l'abordez dès le début. Ensuite, vous allez pouvoir entrer dans le détail de votre problématique et ensuite de votre état de l'art. Dans le chapitre 1, l'objectif, c'est d'exposer votre problématique en plusieurs points. Déjà, vous allez la décrire. Ensuite, vous allez l'analyser. Vous allez faire ensuite une analyse du besoin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour résoudre cette problématique, couplée avec une analyse de la faisabilité. C'est-à-dire, ok, on va faire ce projet, mais est-ce qu'on est en capacité de mettre en place ce projet pour résoudre notre problématique? Vous allez pouvoir utiliser des outils tels que le SWOT pour pouvoir montrer que votre projet est faisable et quels sont les bénéfices que vous allez obtenir par rapport à ce projet-là. Et à la fin, vous résumez votre problématique et votre analyse. Chaque chapitre, essayez de mettre en place un petit résumé. Parce que, pour tout vous dire, les jurys d'examen, quand ils doivent évaluer des étudiants, ils doivent en évaluer beaucoup. Et certaines parties, ils vont les survoler. Donc si jamais vous mettez en place des résumés à chaque chapitre, ça sera un plus pour votre jury parce qu'il ne sera pas en fait obligé de tout lire dans le détail. Avec un résumé, il va pouvoir avoir une vue d'ensemble. Et si jamais il y a certains points qu'il aimerait en fait approfondir, il pourra voir spécifiquement cette partie-là un petit peu plus tard. Mais comme ça, vous facilitez en fait la lecture de votre jury pour qu'il puisse comprendre à la fois l'ensemble de votre document, mais aussi sur les phases auxquelles vous avez participé. Ensuite, vous pouvez passer sur la partie 2, donc l'état de l'art. Vous commencez par résumer très concrètement votre problématique pour pouvoir cadrer votre état de l'art, c'est-à-dire sur quel sujet vous allez pouvoir partir afin de traiter votre problématique, quelles données vous allez récupérer et qui vont vous permettre de la résoudre ensuite. Vous allez exposer votre méthode de recherche, les sources sur lesquelles vous allez vous baser pour mener votre état de l'art. Et après, vous allez pouvoir en faire non seulement une synthèse, mais aussi une analyse critique. Qu'est-ce que vous en retirez de cet état de l'art? Qu'est-ce que vous avez appris? Sur quoi vous allez pouvoir vous baser pour pouvoir résoudre votre problématique? Et évidemment, vous faites un résumé à la fin. Et après, vous allez pouvoir passer sur une partie cadrage de votre projet et étude fonctionnelle. Donc la partie cadrage, vous allez pouvoir exposer différentes thématiques. Évidemment, ça va dépendre de votre projet. Mais concrètement, vous allez pouvoir parler de votre équipe projet, des parties prenantes. Si vous avez un budget, vous allez pouvoir en parler. Exposer un petit peu votre macro-planning, la communication qui va se faire durant votre projet et d'autres éléments que vous allez pouvoir ajouter. Et évidemment, à la fin, vous résumez. Et après, vous pouvez passer sur une petite partie étude fonctionnelle. Concrètement, l'étude fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? L'étude fonctionnelle, c'est que vous allez pouvoir exposer quel est le service à rendre par la solution que vous allez mettre en place en rapport avec votre problématique. Concrètement, ma solution va me permettre de faire ça et me permettre d'obtenir tel résultat. Vous n'êtes pas dans la technique, vous êtes juste dans le résultat plutôt côté métier ou plutôt côté business. Et là, en fait, c'est tout l'enjeu de mettre ça en place parce que vous allez montrer à votre jury que vous êtes technique, oui, mais pas que. Que vous avez aussi cet aspect côté métier et côté business. Et c'est le plus important quand on fait un projet. On va mettre en place une solution, mais quel résultat on va obtenir ensuite? Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Vous allez exposer aussi les contraintes. Quelles sont les contraintes qui vous sont exposées autour de la problématique pour pouvoir gérer votre projet?
Vous allez aussi exposer des niveaux de performance à atteindre, certaines priorités, et évidemment, à la fin, vous allez résumer. Et quand vous avez fait cette partie-là, vous allez pouvoir passer sur la partie technique de votre solution. Et là, vous allez mener une étude technique, plus un comparatif et les choix des solutions, parce qu'évidemment, vous allez avoir on va dire des contraintes ou des choses qui vous seront imposées, mais ça ne vous empêche pas de faire un petit comparatif de certaines solutions qui existent peut-être sur le marché ou que vous auriez pu mettre en place, à la fois les comparer les différentes possibilités techniques qui s'offrent à vous, pour à la fin choisir la solution. Exposer pourquoi c'est cette solution qui a été décidée. En fait, on ne choisit pas une solution parce que on pense que c'est la bonne. On choisit une solution parce qu'on a pu détecter des informations qui sont objectives le plus possible, afin de la sélectionner en partant du principe que c'est celle-là qui va nous permettre de résoudre à la fois notre problématique, mais qui va nous permettre de dégager beaucoup de valeur. C'est-à-dire on va dépenser le moins possible, ça va répondre aux besoins, mais à la fin on va avoir un maximum de bénéfices. Vous allez exposer aussi les risques en termes techniques que peut avoir la solution, quels sont les dysfonctionnements qui peuvent arriver et comment vous pouvez les traiter. Ça, c'est purement technique. Vous pouvez parler un petit peu de budgétisation si jamais vous avez la possibilité. Si jamais vous ne pouvez pas, il y a des moyens de contourner cette partie-là, sachant que vous n'êtes pas trop attendu sur cette partie par votre jury. Ce n'est pas forcément le point le plus critique. Donc, si jamais vous pouvez le mettre, c'est un plus. Si jamais vous ne pouvez pas, vous pouvez un petit peu meubler sur différents moyens. Évidemment, à la fin, vous pouvez résumer et rajouter d'autres parties qui vous sembleraient pertinentes à traiter dans votre mémoire. Comme je disais, ça reste générique. Dans la partie 6, vous pouvez faire la partie gestion de projet. Et là, en fait, c'est toute une phase de planification de la mise en œuvre. Vous allez exposer la partie approche projet utilisée. Est-ce que vous êtes en waterfall, en cycle en V, en approche agile, Scrum, Safe, peu importe. Tout ça, vous pouvez l'exposer ici. Si ça ne vous a pas été imposé ou si vous avez en fait la possibilité d'exposer globalement comment votre entreprise fonctionne. Parce que certaines entreprises ont des approches spécifiques, donc vous pouvez en parler à ce moment-là. Par contre, si vous avez la possibilité dans votre entreprise de la sélectionner vous-même, parce que ça peut être le cas parfois, vous pouvez en parler ici aussi. En disant voilà, notre solution, ça va être ça. Comme cette solution, c'est quelque chose de spécifique, on va utiliser cette approche spécifique pour pouvoir le déployer. Vous allez pouvoir exposer les risques en termes de projet. Qu'est-ce qui pourrait amener des retards, des dépassements de budget. Et vous allez pouvoir parler un petit peu de planification du budget si jamais vous avez moyen, et aussi des ressources utilisées. Vous allez exposer votre planning et vous pouvez résumer et rajouter évidemment d'autres parties si jamais vous estimez que c'est nécessaire de devoir le faire. Et sur la dernière phase de votre mémoire, vous allez faire une partie de présentation du déploiement de votre projet pour pouvoir exposer où est-ce que vous en êtes de votre projet, quels sont les résultats que vous avez obtenus, sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir terminé votre projet pour pouvoir exposer certains résultats. Si vous avez juste démarré votre projet, lorsque vous rédigez votre mémoire, votre projet n'est pas terminé, c'est pas grave. Vous allez exposer juste quelques points que vous avez pu faire, vous allez montrer les prochaines étapes et ça suffira. Votre jury sait très bien que tous les projets prennent plus ou moins de temps. Si vous n'avez pas terminé votre projet, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir exposer? Des tableaux de bord avec des indicateurs clés de performance que vous allez pouvoir exposer, certains objectifs qui sont atteints, présenter quelques risques qui ont pu intervenir pendant votre projet, comment vous avez pu les traiter, la conduite du changement, comment elle va être mise en place, et d'autres paramètres que vous pouvez rajouter, ça dépendra qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur, avant de finir avec un petit résumé. Et à la fin, vous terminez sur la partie bilan pro et personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en retirez de positif au niveau professionnel, mais aussi personnel, votre ressenti en fait par rapport à votre alternance, votre projet, mais de manière globale aussi. Vous allez ensuite pouvoir conclure et exposer un petit peu ce que vous allez faire ensuite. Et vous allez pouvoir ensuite rajouter vos annexes. Et comme je vous disais, c'est un plan générique et il faudra adapter ce plan à votre problématique et à votre projet. Vous pouvez très bien partir de ce que je vous montre là et ensuite peut-être bouger certains éléments si vous estimez que c'est nécessaire de les bouger. Moi, j'ai certains élèves qui m'ont mis le cadrage du projet avant l'état de l'art. C'était très cohérent, il n'y avait aucun souci. Il y en avait d'autres qui avaient
rajouter certaines parties beaucoup plus poussées en termes de gestion du changement, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est à vous de voir, mais en tout cas, vous pouvez partir sur ce plan générique pour pouvoir rédiger le vôtre. Je vais vous présenter chaque partie et je vais vous montrer un exemple, mais vraiment un petit exemple sur des exemples plutôt côté marketing. Et ça vous permettra de comprendre un petit peu comment ça se construit sur on va dire un domaine qui est général. Comme quoi, vous pouvez l'adapter sur tout, hein. Donc tout d'abord, pour commencer sur la partie introduction. Donc évidemment, il y aura la page de garde avec la partie structure que vous allez exposer de votre mémoire. Et cette fameuse petite partie introduction, où vous allez commencer à expliquer un petit peu votre problématique. Donc sur la page de garde, qu'est-ce que vous allez mettre, comme je vous expliquais tout à l'heure? Nom, prénom, nom de l'école, etc. Des choses très classiques. La fiche de confidentialité, les remerciements, et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez rajouter un glossaire. Le glossaire, dedans, vous allez pouvoir mettre tous les termes techniques ou en lien avec votre projet, qui peut être très spécifique, avec votre entreprise, son corps de métier, etc. Et qui permettent en fait à votre jury de s'approprier votre vocabulaire. Pour vous donner un exemple, si jamais vous êtes dans une entreprise qui fait de la formation, ben en fait, les entreprises qui font de la formation, ils ont leurs propres termes techniques. Si certains, je vous parle de Calliope, ça vous dira rien. Pour ceux qui sont dans la formation, ils savent très bien ce que c'est. Ben en fait, le glossaire est fait pour ça. Je vais parler de Calliope tout au long de mon mémoire. Ben Calliope, je vais mettre dans le glossaire ce que c'est. Et je vais expliquer qu'en fait, c'est une certification qualité orientée formation pour décrire en fait tous les process de qualité qui sont mis en place dans mon entreprise afin que les élèves puissent suivre la formation. Donc le glossaire sert à ça. Si vous avez des termes très techniques qui vont revenir très régulièrement dans votre mémoire, vous pouvez en fait mettre ce glossaire ici. Ensuite, vous rajoutez votre table des matières et vous rentrez sur l'introduction. Donc l'introduction, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, c'est la première chose que va lire votre jury. Il va s'attendre à avoir, on va dire, un résumé de l'ensemble des informations qui vont constituer votre mémoire dans l'introduction. Donc ici, vous allez exposer votre problématique, la solution qui a été choisie et le découpage de votre mémoire, mais de manière très résumée. Comme ça permettra à votre jury de se projeter très rapidement sur ce qu'il va lire. Vous allez aussi exposer votre parcours, qui vous êtes. Vous allez décrire un petit peu en fait, ce qui vous a mené jusqu'ici, parce que votre jury ne vous connaît pas, mais reste quand même curieux de savoir qui vous êtes. Donc en fait, vous allez pouvoir parler un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce diplôme et pourquoi en fait vous vous êtes décidé à passer un master. Vous rentrez un petit peu dans la partie entreprise, mais comme je vous disais, vous restez très succinct, hein. C'est pas nécessaire d'ultra détailler, mais en tout cas, ça peut être nécessaire en fait de parler de votre entreprise, de l'évoquer rapidement, surtout son cœur de métier. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'organigramme au complet, mais par contre, vous allez expliquer le contexte, parce que vous allez parler de votre problématique qui va avoir sûrement un rapport avec votre entreprise. Vous allez très rapidement parler de votre problématique, c'est-à-dire vous allez l'exposer, en fait, expliquer ses enjeux, son importance de la résoudre, plus la solution qui a été retenue. Mais vous ne rentrez pas dans le détail. Cette partie-là, ça va être 1 ou 2 pages maximum. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir non seulement parler de votre problématique, mais en plus de la solution qui a été retenue. Comme ça, en fait, votre jury va avoir un maximum d'informations en très peu de temps pour savoir en fait de quoi va parler votre mémoire. Il saura à quoi s'attendre quand il va le lire, et en fait, il aura en tête toute la structure en fait, de l'ensemble de votre document. Ça facilitera en fait la lecture pour lui. Vous allez ensuite exposer les différentes étapes de votre mémoire, c'est-à-dire en fait, la structure. Vous allez décrire dans les grandes lignes sa décomposition. Donc pour faire ça, en fait, vous reprenez votre table des matières, votre sommaire, et vous la résumez dedans. C'est-à-dire, si vous avez 6 ou 7 chapitres, en fait, vous résumez très rapidement les 6 ou 7 chapitres. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'archi-détail, mais en tout cas, vous dites, voilà, mon mémoire va être découpé, par exemple, en 4 parties. La première partie, je vais vous exposer ma problématique. La deuxième partie, ça va être l'état de l'art, où je vais vous parler un petit peu des différents points que j'ai pu trouver sur Internet. Et la troisième partie, ça va être la solution retenue, plus le déploiement du projet. Petit conseil, écrivez l'introduction à la fin de votre mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez tous les éléments, quand vous aurez tout rédigé, pour pouvoir les résumer en 1 ou 2 pages maximum. Ça vous permettra en fait de pouvoir sélectionner les parties les plus importantes, notamment pour parler de la problématique ou de la solution,
et en fait de les condenser sur cette partie-là. Donc ne commencez pas par l'introduction parce que vous allez forcément la changer si jamais vous arrivez dans une phase avancée de votre mémoire et vous dites ah ça serait bien de pouvoir parler de cette partie-là et qui serait intéressante aussi de parler dans votre introduction. On va aborder une phase qui est en fait centrale et tout aussi cruciale de votre mémoire, c'est-à-dire votre problématique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une problématique? Parce que ça peut être assez facile à expliquer, mais je peux vous promettre que j'ai vu beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas ce que c'était une problématique. Donc, pour qu'on soit tous au même niveau, une problématique, c'est un problème à résoudre, tout simplement, qui peut survenir dans différents contextes et dont la résolution permettra d'obtenir un bénéfice, un avantage ou bien de récupérer un bénéfice que vous avez perdu. Concrètement, c'est ce que font toutes les entreprises. Quand une entreprise vend un produit, elle résout un problème pour ses clients. Quand une entreprise fait un projet en interne, elle résout un problème pour elle-même. Parce que ça l'impacte au niveau de son organisation, ça lui fait perdre du chiffre d'affaires, peu importe. Mais en tout cas, elle ne fait que ça. Et vous, votre mémoire, ça va être ça. Vous avez une problématique qui vous a été attribuée, sur laquelle vous êtes, et dont vous allez participer à sa résolution. L'ensemble de votre mémoire va dépendre de cette problématique. Tout va être construit autour de ça. Et votre jury, lui, va être extrêmement exigeant sur votre capacité à l'expliquer clairement. C'est-à-dire à la résumer, à démontrer pourquoi cette problématique, en fait, c'est pertinent de la résoudre, et votre prise de recul. Vous devez en fait montrer que vous n'êtes pas que des techos. Vous n'êtes plus des techos. Vous êtes en Master 2, vous avez un niveau ingénieur, et un ingénieur, c'est une personne qui résout des problèmes. Il comprend le problème, il trouve la solution, et ensuite il la met en place. Donc vous devez montrer que vous avez toutes les compétences pour le faire. Même si, durant votre problématique que vous allez exposer, vous n'allez pas en fait forcément être impliqué sur toutes les étapes. Par contre, vous avez la capacité de le comprendre. Normalement, c'est votre responsable en entreprise qui doit vous donner une problématique. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de vous rapprocher de votre tuteur ou de votre tutrice et de voir en fait sur quelle problématique vous pouvez être impliqué et que vous allez pouvoir traiter en entreprise. Si jamais vous êtes dans une position où vous ne pouvez pas traiter de problématiques en entreprise, soit parce que vous allez faire un stage qui va durer 3 mois et que ça va être un petit peu compliqué de traiter une problématique, ou bien parce que les problématiques en fait, que vous allez traiter ne vont pas forcément vous mettre en valeur, que vous aimeriez vraiment en fait, faire quelque chose de qualité, vous avez d'autres solutions. Si vous avez une auto-entreprise de votre côté, ce qui peut être le cas, moi j'ai déjà rencontré le cas, vous pouvez en parler. J'ai créé mon auto-entreprise, j'ai traité une problématique, j'ai trouvé une solution, voici comment j'ai fait. Vous pouvez faire un mémoire sur la création de votre entreprise si ça rentre dans le champ des compétences à valider de votre titre, évidemment. Donc vous pouvez, comme je vous expliquais, soit partir d'une problématique que vous avez dans votre entreprise actuelle, ou si c'est compliqué, vous pouvez parler d'une auto-entreprise que vous avez créée ou d'une problématique que vous avez déjà traitée dans une entreprise que vous avez eue auparavant. Pour vous parler d'une petite expérience que j'ai eu un étudiant dans une autre école. Il est arrivé avec un mémoire. Son projet, si je pouvais le résumer, c'est qu'il a installé un serveur en 2 semaines. Il a traité son mémoire comme une réelle problématique. C'est-à-dire qu'il a montré pourquoi c'était nécessaire de changer ce serveur, quelle a été sa méthode. Il m'a exposé la méthode MERIS, qui est une vieille méthode qui est toujours appliquée dans certaines entreprises, mais qui est en fait focus sur l'informatique. Et il nous a expliqué en fait tout le déploiement de la méthode, mais de manière très bien expliquée, très cadrée, et pourtant c'est un projet qui a duré 2 semaines. C'est-à-dire il a reçu son serveur, il a installé son serveur en 2 semaines, et il a eu des résultats ensuite. Donc que ce soit un petit projet en interne, ou même un projet beaucoup plus large, tant que vous êtes impliqué dessus, que vous avez la possibilité d'expliquer un maximum d'informations, vous ne pourrez peut-être pas forcément tout expliquer parce que ça peut être un projet sensible, mais tant que vous êtes dans la capacité de tout démontrer, allez-y. Sachant que votre problématique ne se limite pas en fait aux conséquences en tant que telles. Mais comme je vous expliquais, quel est le bénéfice qu'on va obtenir en trouvant la solution à cette problématique? C'est complètement le but de tout projet. Quelle est la valeur qu'on va obtenir derrière? Donc vous allez devoir démontrer, quand vous allez cadrer votre problématique, en fait, pourquoi en fait on la traite? Quel est l'objectif à la fin? Donc au niveau des points essentiels, comment vous pouvez cadrer votre problématique?
Donc, la première chose que vous allez faire, comme je vous disais, en partant du principe que vous avez un tuteur qui vous a donné une problématique, que vous voulez traiter une problématique par rapport à un projet déjà passé ou même une auto-entreprise, la première chose que vous allez faire, c'est de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que, en fait, qu'est-ce qui a déclenché cette problématique? Quelle a été sa genèse? Quel a été son point de départ? Vous allez pouvoir expliquer la date, les causes, les conséquences, les difficultés qui sont rencontrées à cause de cette problématique, et peut-être à la limite les solutions de contournement que vous avez trouvées pour traiter la problématique, mais qui ne sont pas viables sur le long terme. Par exemple, nous avons constaté une perte d'affluence sur notre site web, ce qui a entraîné une baisse de nos ventes et donc de notre chiffre d'affaires. Ça, c'est ma problématique. On a une perte d'affluence sur notre site web. On va essayer de comprendre pourquoi on a une perte d'affluence. Et en plus, je vais expliquer pourquoi en fait cette problématique est essentielle à traiter. Et ensuite, vous passez sur une deuxième phase, vous allez l'analyser. En gros, vous allez pousser votre analyse pour expliquer en fait le comment et le pourquoi. Comment cette problématique est apparue et pourquoi elle est apparue. Notre site présente des bugs d'affichage, il y a des pertes de connexion, il y a des lenteurs dessus, il n'est pas maintenu à jour, nous n'avons pas de stratégie de contenu, on a un indice SEO qui est en baisse constante, ce qui a amené à la fin à une perte d'affluence sur notre site, plus à une baisse de notre chiffre d'affaires. Donc une fois que vous avez cadré un petit peu cette analyse au niveau le comment et le pourquoi, vous allez pouvoir ensuite partir sur une phase d'analyse du besoin. En gros, vous allez expliquer qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour résoudre cette problématique. Vous ne partez pas directement sur la solution, mais vous allez en gros expliquer le fondement de votre projet. Vous allez passer sur une phase d'analyse de l'existant, d'analyse du besoin, concrètement expliquer qu'est-ce que vous avez à disposition et qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir résoudre le problème. Et comme ça permettra de cadrer cette analyse du besoin. Par exemple, nous devons effectuer une refonte complète de notre site afin d'améliorer notre visibilité, notre taux de conversion, notre fidélisation, mais aussi de faire une refonte de l'ensemble de notre stratégie marketing. Et là, en fait, j'ai cadré le besoin pour pouvoir résoudre ma problématique. J'ai pas encore exposé ma solution. C'est-à-dire que, ouais, je vais faire une refonte de mon site, mais concrètement, j'explique ce que je vais mettre en place. S'il faut, je vais utiliser une technologie totalement différente. Je vais revoir peut-être qu'une petite partie. Je vais peut-être rajouter des choses qui n'existaient pas avant. Ça, pour l'instant, j'en parle pas. Et dans une dernière partie, vous expliquez la faisabilité de ce projet. C'est-à-dire, vous devez démontrer à la fois les bénéfices que vous allez obtenir, mais est-ce que c'est possible de le faire? C'est-à-dire que tous les projets que vous allez mener, vous n'êtes peut-être pas en capacité de pouvoir les faire. Évidemment, celles que vous allez traiter, normalement, soit le projet est déjà lancé, il y a déjà un cadrage qui a été fait, ou alors ça a déjà été validé par votre tuteur, et donc vous allez pouvoir le traiter. Mais vous allez quand même devoir exposer en termes d'analyse critique pourquoi en fait il est essentiel de faire ce projet et pourquoi il est faisable. Donc en gros, cette refonte de notre site web, ça nous permettra d'obtenir un meilleur chiffre d'affaires de 20% en plus, avec un taux d'engagement régulier. Sachant que nous avons la possibilité de faire ce site en interne. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Les personnes sont là pour pouvoir nous aider à le faire. On a des prestataires qui peuvent nous aider. Cependant, comme nos concurrents disposent déjà de sites et de stratégies modernes, nous, il va falloir qu'on revoie notre refonte pour avoir quelque chose d'équivalent. Donc là, en fait, on a non seulement un cadrage de sa faisabilité, mais en plus, on a mené une petite analyse de la concurrence pour savoir aussi comment on doit se positionner. Si vous êtes sur un projet en interne, vous pouvez rajouter d'autres éléments. Vous pouvez aussi mettre en place une analyse de la concurrence pour voir un petit peu comment certaines entreprises fonctionnent et comment vous pouvez aussi fonctionner pour essayer d'augmenter, je ne sais pas, peut-être une rentabilité ou une productivité. Une fois que vous avez cadré votre problématique, vous allez partir sur une phase qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art. L'état de l'art, qu'est-ce que c'est? Concrètement, pour résoudre votre problématique, vous allez devoir mettre à jour vos connaissances, parce que vous ne savez pas tout. Et quand on lance un projet, il faut quand même, comme je vous disais tout à l'heure, faire une grosse phase d'analyse. Donc en fait, on va essayer de trouver des informations pour savoir non seulement comment on peut traiter notre problématique, mais aussi pour nous, en tant qu'ingénieurs, peu importe, nous mettre à jour par rapport à des connaissances qu'on n'a pas forcément, évidemment pour mener notre projet. Prenez ça vraiment comme une espèce de veille, technologique, concurrentielle, peu importe, ou bien un benchmark. En gros, vous allez devoir
essayez d'obtenir un maximum d'informations, toujours en lien avec votre problématique. En gros, vous allez pouvoir démontrer à votre jury que vous êtes en capacité de mener des recherches au travers d'études, d'outils, en appliquant des méthodes de recherche ou peu importe, hein, pour pouvoir trouver des informations pertinentes et vous en servir ensuite pour résoudre votre problème, votre problématique. Pour vous, c'est vraiment d'avoir une base de connaissances qui est suffisamment complète et qui va vous permettre de mettre en place une solution ensuite. Donc en gros, vous allez pouvoir vous appuyer dessus plus tard dans votre mémoire pour justifier l'ensemble de vos choix. Ça montrera en fait à votre jury que vous n'êtes pas seulement un techos, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez aussi, on va dire, une tête bien faite, vous savez trouver l'information quand il vous manque justement des informations. Pour non seulement monter en compétence, mais en plus faire les choix les plus logiques possibles par rapport aux solutions que vous pouvez mettre en place. Cependant, attention, et là je vais être très exigeant avec ça. L'état de l'art, c'est pas une recherche Wikipédia et c'est pas des explications faites par ChatGPT. Un état de l'art, c'est non seulement des informations que vous allez trouver, que vous allez analyser et dont vous allez mener une analyse critique. Vous allez pouvoir démontrer que l'information que vous avez trouvée, elle est pertinente, mais qu'en plus, ça vous apporte des informations qui sont très utiles par rapport à votre problématique. Donc non seulement vous allez devoir mener cette analyse, mais en plus vous allez devoir citer toutes vos sources. Je compte plus depuis 6 mois le nombre d'états de l'art que j'ai lus où c'était des états de l'art ChatGPT. Et c'était imbuvable, il n'y avait aucune valeur à tirer de ça. Donc non seulement vous ne vous mettez pas en valeur, mais en plus votre jury, si jamais il détecte que vous avez utilisé ça, parce que les patterns utilisés par ChatGPT commencent à être connus, il peut vous sanctionner par rapport à ça. Votre état de l'art, c'est pas juste une recherche, comme je vous disais, basique où vous allez centraliser des informations bêtes et méchantes. Vous allez mener une analyse dessus. Vous allez peut-être pouvoir prendre des cas d'entreprises qui ont mené des projets un petit peu semblables aux vôtres, et dont vous allez pouvoir récupérer des informations pour savoir comment ils ont pu traiter leur projet. Vous allez pouvoir prendre des cas d'entreprises pour dire, ben voilà, eux, ils ont pu mettre ça en place, c'est en lien avec ma problématique, voici comment ils ont fait, voici quelles informations je peux en retirer. Alors, comment vous pouvez mener votre état de l'art? Donc, en gros, vous avez plusieurs phases. La première chose que vous allez faire, c'est d'expliquer votre méthode de recherche. Votre état de l'art se base sur votre problématique et vous allez détailler comment vous allez la mener. En fait, vous allez pouvoir expliquer toutes les sources sur lesquelles vous allez vous baser, pourquoi vous avez sélectionné ces sources et quel est l'objectif en fait de traiter ces informations. Par exemple, ma problématique concerne les conséquences d'une mauvaise stratégie marketing sur Internet. Pour répondre à ces dysfonctionnements, en fait, je vais me baser sur des études autour du copywriting, du SEO, du branding, mais aussi quelques études statistiques sur les visites d'Internet, les taux de clics et aussi des outils CMS. Comme ça, je vais pouvoir cadrer globalement les informations que je vais rechercher en prenant ensuite des exemples concrets que j'ai pu trouver sur différentes sources, les exposer dans mon état de l'art et en mener une analyse derrière. Ensuite, vous allez pouvoir détailler et mener une analyse beaucoup plus poussée. Donc, à partir des éléments que vous avez sélectionnés, que vous allez récupérer, vous allez les décrire. Par exemple, j'ai mené une analyse sur différents points de stratégie marketing, j'ai trouvé plusieurs informations, voici les liens, voici les sources. Pour résumer, les émotions permettent d'amplifier la valeur perçue d'un produit, et le produit, en plus, doit permettre d'obtenir un avantage significatif, qui permet de résoudre un problème. Cette notion n'est pas récente, elle est décrite notamment dans la méthode de l'analyse de la valeur. Là, non seulement je mène une analyse critique, mais en plus je renvoie sur une source, la méthode de l'analyse de la valeur, qui permettent d'appuyer mon narratif, mes explications. Quand j'ai mené toutes mes recherches, je vais pouvoir en faire une synthèse globale. En gros, je vais résumer l'ensemble des informations dans un dernier paragraphe, dans un dernier chapitre, en disant toutes les informations que j'ai trouvées et qu'est-ce que j'ai pu en retirer. Concrètement, les études sur les liens URL qu'un site contient, amenant une baisse d'efficacité du SEO, ne démontrent aucun impact significatif. Par contre, j'ai pu, en lien avec toutes les informations que j'ai pu traiter, que j'ai pu trouver, démontrer que en fait, un contenu de mauvaise qualité ou le nombre de visites sur mon site ont un impact beaucoup plus important sur ma stratégie marketing de manière globale.
Si j'ai pas de visite sur mon site, je peux pas booster mon SEO, je peux pas apparaître en première page Google, je peux pas vendre mon produit. Et à la fin, vous faites une petite conclusion. Donc en gros, vous terminez par quelque chose d'assez rapide, en évidemment la mettant en corrélation avec votre problématique et tous les enjeux de votre projet. Par exemple, lors de notre analyse sur l'impact de la vitesse d'un site, et pour avoir un bon score SEO, nous avons constaté que la mise en place d'une stratégie de contenu, l'achat de mots-clés, permettrait potentiellement à notre site, à nous, d'améliorer notre nombre de visites. Une fois que vous avez mené votre état de l'art, donc lorsque votre problématique est cadrée et que vous avez toutes les informations nécessaires, vous allez présenter le cadrage de votre projet de manière globale. En fait, c'est assez, on va dire, essentiel à votre jury de comprendre votre organisation autour de votre projet et comment il va être mené. Vous allez donc pouvoir décrire l'ensemble de cette organisation, les étapes du projet en mode macro. En fait, ça permettra à votre jury d'évaluer que vous avez compris votre environnement et dans quoi vous allez en fait travailler. Et en plus, pour vous, c'est l'occasion d'expliquer le fonctionnement interne et externe de votre entreprise. Comment elle fonctionne avec votre client, avec vos clients, ou bien comment vous fonctionnez en interne de manière générale. Quels sont les outils que vous allez utiliser, quelle va être votre responsabilité à vous, mais aussi les responsabilités de l'ensemble de votre équipe, de chacun de ses membres. Et comme je vous disais, votre jury n'attend pas de vous que vous soyez le gérant de la totalité du projet. Vous n'êtes pas tous des chefs de projet, parfois vous avez un périmètre qui est assez restreint. Par contre, vous devez être en mesure d'expliquer le fonctionnement global, à la fois de votre équipe, mais aussi de toutes les étapes de votre projet, en termes macro, à ce niveau-là. Donc je vais vous donner quelques exemples pour pouvoir cadrer votre projet. Déjà, vous pouvez expliquer l'équipe qui va être en charge du projet. Vous allez présenter en fait tous les membres qui vont travailler avec vous, que ce soit des membres en interne ou en externe. Par exemple, pour mon projet marketing, je vais être responsable de développer la stratégie, mais je vais aussi avoir des développeurs juniors qui vont travailler avec moi et qui vont être impliqués sur le site. Vous allez aussi exposer un petit peu les parties prenantes du projet, donc toutes les personnes qui vont être impactées positivement ou négativement, ou alors qui vont avoir un impact sur votre projet. Donc vous allez mettre en valeur à la fois votre responsabilité, mais aussi les responsabilités de chacun, de toutes les parties prenantes. Vous pouvez par exemple utiliser un RACI pour montrer qui va faire quoi, ou bien une espèce de matrice des parties prenantes. Par exemple, outre notre équipe, en fait, notre client sera responsable de valider les étapes du projet. Il y aura un service business qui va nous accompagner pour valider la stratégie marketing. Nous allons former les utilisateurs qui seront un tel, un tel, un tel, et les développeurs, eux, sont en charge de piloter les opérations techniques. Vous pouvez aussi, si possible, parler un petit peu de budget et de macro-planning. Si jamais vous avez la possibilité, évidemment, présenter le budget global de votre projet et les étapes clés, avec les jalons les plus importants. Si vous n'avez pas de budget, vous précisez la raison. Ça peut être un projet confidentiel, donc vous ne pouvez pas parler du budget, ce qui est tout à fait entendable. Mais si jamais vous voulez traiter cette partie-là, par exemple, vous allez pouvoir dire, moi dans mon projet, il va coûter 25 000 euros, c'est un projet qui va devoir s'effectuer sur 6 mois, de janvier à juillet, avec des jalons de validation tous les 2 mois. Donc là, on reste quand même sur une partie assez macro. Et vous pouvez expliquer aussi toute la partie communication durant le projet. En gros, vous allez présenter un plan de communication, savoir comment vous allez communiquer pendant votre projet, avec quels outils, quelle va être la cadence et le lieu des réunions, pour expliquer l'organisation de manière générale. Par exemple, nous ferons un point avec le client toutes les 2 semaines pour un suivi d'avancement. La formation des utilisateurs est prévue au mois de juin, etc., etc. Alors ensuite, ce que vous allez faire une fois que votre projet est cadré, là vous allez petit à petit commencer à rentrer dans la solution. Donc vous allez évidemment vous baser à la fois sur votre état de l'art, mais vous allez devoir mener ce qu'on appelle une étude fonctionnelle du besoin. C'est-à-dire on va mettre en place une solution, oui, mais pourquoi? Là on est dans le pourquoi. Donc en fait avec cette étude, vous allez devoir présenter l'ensemble de votre solution, mais sous un angle fonctionnel. Donc en fait, vous allez exposer le service à rendre par votre solution, avant de présenter comment techniquement elle va être décomposée. Vous allez également expliquer les contraintes que vous allez devoir prendre en compte pour pouvoir créer votre solution. Et en plus, vous allez devoir quantifier et qualifier son niveau de performance à atteindre.
Ça permettra en fait à votre jury de voir que vous avez aussi cette vision côté métier ou côté business. Parce que quand on met en place une solution, c'est pas pour le côté technique, c'est pour ce qu'on va pouvoir obtenir avec. Notre solution va nous permettre d'obtenir tel résultat. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de résoudre notre problématique. Vous allez pouvoir en plus, comme ça, utiliser votre état de l'art, votre expérience, votre prise de recul, vos connaissances et cette étude fonctionnelle pour ensuite passer sur la solution, mais de manière technique. Et tout ça, en fait, viendra englober la résolution de votre problématique en vous basant sur des données qui sont objectives. Donc concrètement, comment vous pouvez mener votre étude fonctionnelle du besoin? Donc vous allez passer par plusieurs étapes, mais la première des choses à faire, c'est de décrire le service à rendre. Donc en fait, vous décrivez précisément les fonctions que devra remplir votre solution afin de résoudre votre problématique. Et là, je précise bien qu'il n'y a pas de technique. On n'est pas dans concrètement, c'est quoi la solution et comment elle va fonctionner. C'est pourquoi. Pourquoi on va mettre en place cette solution et quels résultats on va obtenir ensuite. Par exemple, notre nouvelle stratégie marketing qu'on va mettre en place va nous permettre d'améliorer la visibilité de notre entreprise, d'avoir un meilleur SEO, de mettre en place une stratégie de contenu. Nous allons pouvoir en plus automatiser notre prospection. Et ça va nous permettre de communiquer l'ensemble de nos services sur différents canaux d'acquisition, notamment LinkedIn. Vous allez également exposer vos contraintes, donc c'est-à-dire les obligations à respecter pour assurer le bon fonctionnement de votre solution. Là, vous pouvez mettre un petit peu de technique, parce que des fois, vous allez avoir des contraintes techniques. Là, vous pouvez le décrire. Par exemple, le RGPD, vous pouvez en parler ici. Et justement, c'est l'un de mes exemples. Comme nous allons récolter beaucoup de données avec notre nouvelle stratégie, il va falloir quand même respecter le RGPD, donc mettre des outils qui permettent de le respecter. En plus, il va falloir former nos utilisateurs aux nouveaux outils. Il va falloir adapter notre stratégie à LinkedIn, parce que toutes les stratégies ne s'adaptent pas à LinkedIn. Et en plus, il va falloir sécuriser et optimiser notre nouveau site web. Ça, c'est les contraintes qui vont nous être imposées pour pouvoir mettre en place notre solution. Et après, vous allez indiquer le niveau de performance à atteindre, c'est-à-dire les KPI, mais en termes produits. Donc vous allez définir non seulement la partie quantité, mais aussi la partie qualité. Tout ça, ça permettra en fait de faire une évaluation des objectifs atteints ou non atteints plus tard. Si jamais je décide de mettre en place ma stratégie marketing pour pouvoir avoir un certain indice de performance à atteindre, par exemple en termes de vitesse, voilà, je souhaite atteindre 90 minimum en termes de vitesse, d'indication de vitesse sur Google Insight, ça me permettra d'atteindre un de mes objectifs, d'avoir un site web responsive et qui permettra d'accueillir beaucoup de visiteurs. Et à la fin, vous priorisez ces fonctions-là, c'est-à-dire quel va être le plus important de faire en premier. Ça permettra de mettre en valeur en fait les points les plus, on va dire les plus critiques de la solution à mettre en place. Ça vous permettra à vous de mettre en plus en valeur votre côté priorisation à votre jury. Par exemple, la mise en place de la refonte de notre site est prioritaire. Ça permettra en fait de mieux référencer nos services, de centraliser notre contenu dessus et ensuite de pouvoir le partager sur les différents réseaux. Mais en plus, il faudra aussi prioriser l'automatisation de la prospection sur LinkedIn. Une fois que vous avez fait cette partie fonctionnelle, là vous allez pouvoir partir sur la partie technique. Donc là on est vraiment sur la partie comment. Comment en fait on va résoudre notre problème de manière technique. Là d'abord ça va se passer en plusieurs étapes. D'abord vous allez exposer un petit peu les différentes solutions que vous pouvez mettre en place. Donc vous allez détailler les différents choix qui s'offrent à vous. Vous allez exprimer les points positifs et les points négatifs de chacun. Et pour cela, vous allez vous appuyer sur votre état de l'art et l'étude fonctionnelle que vous venez de mener pour exposer les différentes solutions qui s'offrent à vous, que vous allez comparer, points positifs, points négatifs, et ensuite vous allez pouvoir la sélectionner. Évidemment, dans votre entreprise, peut-être qu'il y a une solution qui sera déjà choisie de base, mais essayez de justifier son choix. Dans un projet, on essaie de sélectionner la solution qui répond le mieux aux besoins. Donc en fait, on va justifier notre choix dans cette optique-là, et pas dans une optique de dire j'ai choisi cette solution parce que c'est celle que je maîtrise ou c'est la seule que je connaisse. Si jamais votre jury l'entend ça, ça va être un petit peu problématique pour vous, parce que ça démontre que
Vous avez une solution spécifique, vous utilisez que celle-là. Oui, mais tous les contextes sont différents. Tous les projets que vous allez devoir mener plus tard sont différents. Et ça va devoir nécessiter une solution qui sera à chaque fois différente. Et si vous vous cantonnez à une seule solution, jamais vous allez pouvoir vous adapter à différents contextes. Et en plus, vous pouvez mener une analyse des risques de la solution en tant que telle, c'est-à-dire des risques techniques. Quels peuvent être les problèmes qu'on peut rencontrer en termes de dysfonctionnement quand on va l'utiliser. Si en plus vous pouvez exposer une petite budgétisation, ça serait parfait. Si c'est pas possible, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Donc au point, vous pouvez découper cette partie-là. Donc la première des choses à faire, comme je vous disais, c'est le comparatif. Vous allez décrire les différentes solutions qui s'offrent à vous. Évidemment, qui vont vous permettre d'assurer le service à rendre qu'on a défini dans l'étude fonctionnelle. Si j'ai défini par exemple que j'ai besoin d'avoir une stratégie de contenu, eh bien je vais mettre en place une stratégie de contenu type peut-être podcast, ou bien un blog, ou bien des vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, je vais exposer les différentes solutions qui s'offrent à moi. Et pour cela, je vais m'appuyer sur cette étude fonctionnelle, mais peut-être aussi des recherches que j'ai fait dans l'état de l'art. J'ai vu que quand j'ai étudié un petit peu le copywriting, j'ai vu qu'on pouvait créer un blog très structuré grâce à cette pratique, et ça me permettra évidemment d'avoir une stratégie de contenu efficace qui me permettra d'avoir des clients. Ensuite, vous passez au choix. Vous allez expliquer quels sont les choix qui ont été retenus tout en les justifiant. Notre choix se portera sur le podcast. On va utiliser tel outil qui nous permettra de faire telle opération. On va utiliser le script des podcasts pour pouvoir faire des articles de blog. Ça va nous permettre d'avoir un SEO boosté et évidemment d'avoir de plus en plus de visiteurs. Vous expliquez quelques risques qui pourraient intervenir si jamais vous mettez en place cette solution. Donc en gros, vous allez pouvoir faire parler un petit peu votre technicité à ce niveau-là, en identifiant les points critiques. Par exemple, si notre podcast ou notre blog est rendu indisponible, ça peut être très problématique pour nous parce que on ne pourra pas mettre en valeur notre expertise. Donc potentiellement, on pourrait mettre en place un site de secours, je ne sais pas, ça peut être une des solutions. Et si en plus on perd notre contenu qui est référencé sur notre site, ce qu'on va mettre en place, c'est un cloud où on va centraliser notre contenu qu'on pourra récupérer si jamais c'est nécessaire. Et sur la dernière partie, vous pouvez parler de budgétisation si vous le souhaitez. Et là, vous allez pouvoir chiffrer la solution sur ce qu'elle va coûter et même exposer un ROI, si jamais vous êtes en capacité de le faire. Par exemple, ce qu'on va mettre en place, ça va coûter tant. Ça comprend, par exemple, la création et la diffusion de notre contenu. Ça comprend les coûts qu'on va devoir gérer, par exemple l'hébergement, les outils SEO, le nom de domaine, etc. Ça va coûter tant. Mais par contre, on a une prédiction de résultat sur 6 mois qui sera de temps et qui nous permettra d'obtenir tant de bénéfices. Si vous ne pouvez pas le mettre, c'est pas grave. Si jamais vous pouvez le mettre, ça serait parfait. Donc, une fois que vous avez exposé votre solution, là, vous allez exposer votre gestion de projet sur la partie déploiement, sur la partie mise en œuvre. Vous allez devoir déployer votre solution. Donc, vous allez devoir décrire cette partie-là et ainsi, votre jury va pouvoir évaluer votre capacité non seulement à faire les bons choix en termes de solutions ou bien à les exposer, mais aussi l'organisation de manière générale, quand il s'agit d'en fait de livrer la solution à votre client ou à votre hiérarchie. Donc vous allez présenter l'ensemble de votre gestion de projet, et notamment sur cette fameuse partie mise en œuvre. Vous allez pouvoir exposer l'approche qui a été choisie. Est-ce que vous êtes en prédictif, avec du cycle en V, avec du waterfall, ou bien est-ce que vous êtes en agile? Et en plus, vous allez pouvoir montrer un petit peu les différentes contraintes qui vous sont imposées en termes d'organisation. Comment vous allez devoir gérer votre alternance quand vous n'êtes pas là? Comment vous allez peut-être devoir gérer le budget, les délais, les humains si jamais vous avez des gens à devoir gérer? Ça dépendra évidemment de la situation de chacun. Donc vous allez non seulement expliquer l'approche, prédictive, adaptative, hybride, mais aussi l'ensemble de votre planification. Donc sur un terme humain, mais aussi sur le matériel que vous allez utiliser, expliquer les jalons critiques de votre projet, comment vous allez découper vos tâches, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que va faire votre équipe, comment votre budget, si vous en avez un ou si vous voulez l'exposer, il va être réparti, etc. Et en plus, vous pouvez mener aussi une analyse des risques en termes de gestion de projet. Qu'est-ce qui peut arriver pendant le déploiement et qui pourrait nous entraîner des retards, des dépassements de budget ou bien des problèmes techniques.
Donc, concrètement, vous allez pouvoir exposer votre approche projet. Donc, si jamais vous avez la possibilité, vous, de la choisir, ben, vous allez devoir expliquer pourquoi. Si elle vous a été imposée, ce qui sera, je pense, dans la majorité des cas, vous expliquez aussi pourquoi vous allez en fait l'utiliser et quels sont les bénéfices. Par exemple, je pars sur une démarche hybride, à la fois prédictive pour pouvoir en fait créer mon site internet, adaptative, plutôt agile, pour la gestion de mon contenu. Je vais développer un contenu, je vais voir s'il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, je vais essayer de savoir pourquoi et je vais l'améliorer pour le prochain type de contenu que je vais créer. Je vais analyser aussi les risques du projet, c'est-à-dire expliquer en termes organisationnels qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir les résoudre. Par exemple, mes développeurs, je sais qu'ils manquent de compétences sur la création du site. Ça peut entraîner de retard parce que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent un petit peu plus de temps pour certains points. Donc, j'ai décidé de faire appel à un prestataire externe pour les aider ponctuellement, surtout sur les opérations un petit peu plus sensibles. Ça permettra d'éviter les retards. Vous parlez de planification aussi peut-être du budget, si jamais vous pouvez. Hein. Donc, si jamais vous pouvez dire, ben voilà, on a tant de budget, ça va coûter tant, on va devoir utiliser tant de budget à telle étape, utiliser tant de budget pour pouvoir faire appel à tel prestataire, vous pouvez l'expliquer. Vous parlez aussi de planification des ressources, c'est-à-dire le matériel que vous avez utilisé, les logiciels que vous avez utilisés, quelles personnes vont devoir être employées de manière beaucoup plus précise, avec les tâches qui vont leur devoir être attribuées, etc. Par exemple, je serai responsable de la stratégie de contenu, pendant que l'équipe de développement, elle, va s'occuper du site web. On va utiliser WordPress plus Canva pour la création de contenu. On va utiliser Spotify Podcast pour la création des podcasts. Voilà, vous expliquez concrètement comment tous les outils que vous allez utiliser vont être employés. Une fois que vous avez expliqué cette partie planification des ressources, vous pouvez expliquer votre planning. C'est-à-dire vous allez renseigner le planning de manière détaillée, surtout si vous êtes en prédictif, hein, avec un Gantt et un PERT et un Gantt. Si vous êtes de manière agile avec des sprints, vous expliquez peut-être comment les sprints vont être organisés. Le premier sprint, ça va être ça, on va mettre ça en place. Notre review, notre rétro, elle va fonctionner comme ça. Voilà, vous pouvez décrire de manière assez succincte. Ne rentrez pas dans l'ultra détail des tâches que vous allez effectuer, ça sert à rien. Restez quand même avec une vision assez macro. Par exemple, mon projet va être terminé avant le mois de juillet. On va devoir être assez attentif au développement du site. Ça va être un point crucial qu'on va devoir faire en premier et qui doit être fini en moins de 20 jours. Après, on pourra passer aux étapes suivantes, au livrable numéro 2, où on va faire ça, ça, ça et ça. Une fois que vous avez fait cette partie planification, de manière globale, eh bien vous pouvez passer sur la partie déploiement du projet. Vous allez montrer les résultats de votre projet. Cette partie-là vous a expliqué concrètement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez eu des délais de retard? Est-ce que vous avez eu des problèmes organisationnels? Est-ce que vous avez été efficace sur certaines parties? Là, vous allez exposer où est-ce que vous en êtes à l'instant T de votre projet. Qu'il soit fini, qu'il soit pas fini, c'est pas important. S'il n'est pas fini, vous dites où vous en êtes et vous allez pouvoir expliquer quelles sont les prochaines étapes. S'il est fini, vous allez pouvoir exposer les résultats obtenus. Si des risques que vous aviez anticipés apparaissent, vous allez pouvoir expliquer comment vous les avez traités. Comment ça s'est passé, quelles ont été les conséquences et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour pouvoir le traiter. Si en plus vous avez un risque que vous n'aviez pas anticipé qui s'est produit, vous allez pouvoir expliquer comment vous vous êtes adapté. Si votre projet est terminé, vous expliquez concrètement comment ça s'est passé. Et en plus, vous pouvez même expliquer la formation des utilisateurs, client ou utilisateur final. Hein. Dans le cas où il n'est pas terminé, comme je vous disais, vous détaillez les prochaines étapes. Et vous pouvez même mener une petite analyse de l'état actuel des choses en disant, voilà, on a déjà eu quelques retards, ça serait bien de pouvoir mettre ça en place assez rapidement pour éviter que le retard soit trop conséquent sur la durée. Et à la fin, vous terminez par une prise de recul et une conclusion de votre projet, qu'il soit terminé ou pas. Vous vous valorisez, mais vous restez honnête. C'est-à-dire, j'ai pu mettre ça en place, mais par contre, je sais que j'ai quand même des points d'amélioration. Votre jury sait très bien qu'en fait, votre projet, il y aura toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes dans des projets. Par contre, essayez de valoriser les points positifs en priorité. Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place qui a fonctionné? Et essayez en fait de montrer votre adaptabilité au projet. Donc en termes de présentation de projet, qu'est-ce que vous allez pouvoir expliquer? Vous allez pouvoir montrer tous les tableaux de bord qui ont été mis en place et les objectifs atteints avec les KPI. Vous allez expliquer
ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné avec ces KPI. Les délais de retard, problèmes organisationnels, peu importe. Par exemple, nous avons pu terminer la création du site internet en 18 jours. Nous avions évolué qu'il fallait le faire en 20 jours. Cependant, nous avons dépassé notre budget qui était de temps parce que nous avons dû faire appel à un prestataire externe qui nous a coûté plus cher. Vous allez présenter les risques, donc faire un état des lieux des risques rencontrés et expliquer les solutions qui ont fonctionné ou pas et comment vous avez dû vous adapter. Avoir fait appel à un prestataire externe pour la création du site nous a permis d'éviter certains retards. Cependant, on n'a pas anticipé la non-compatibilité de certains plugins. Donc, il a fallu que notre expert nous trouve une solution sans que cela impacte le fonctionnement du site. Mais ça nous a coûté plus cher parce qu'il a dû intervenir plus longtemps. Vous parlez de conduite du changement, c'est-à-dire comment vous avez mené votre gestion du changement avec les utilisateurs, si jamais vous avez la possibilité d'en parler, en expliquant comment ça s'est passé la formation, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, etc. Par exemple, on a sélectionné des utilisateurs tests, on leur a fait un A/B testing, ça nous a permis de voir un petit peu qu'est-ce qu'il fallait améliorer ou pas. Et vous terminez par un résumé rapide de votre projet. Notre projet, à l'instant T, on a pu effectuer certaines tâches, il y a ça qui reste à faire, et ainsi vous allez pouvoir clôturer sur cette phase-là. Je passe au dernier chapitre. Donc vous terminez par une conclusion et un bilan. C'est aussi une étape importante, parce qu'en fait, ça vient mettre à la fois un point final à votre mémoire, mais aussi pour vous, c'est un point important parce que ça termine votre formation. C'est la dernière chose que vous allez faire. Donc vous pouvez mener une petite analyse de vos années d'alternance et du projet que vous venez de mener. Vous allez pouvoir parler professionnellement de ce que vous avez pu acquérir comme compétences et vos axes d'amélioration. Donc vous allez pouvoir montrer à votre jury que vous avez mené une analyse critique sur ce que vous allez pouvoir capitaliser comme point positif et sur ce qui vous reste à améliorer. Personnellement aussi, c'est le moment d'expliquer un peu votre ressenti. Vous avez le droit d'être honnête, d'expliquer que vous avez eu des difficultés, que ça a été un petit peu compliqué en entreprise ou à l'école, mais sans être critique de manière un peu trop virulente par rapport à l'école ou à l'entreprise. Comme ça permettra à votre jury de voir que vous êtes mature professionnellement. Ok, il y a des choses qui ne sont pas bien passées, mais vous avez cette prise de recul en identifiant pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Ok, l'école n'a pas forcément été très claire, ok, mon entreprise n'a pas forcément été très efficace, mais moi aussi j'aurais pu être un petit peu plus sérieux sur certains points. Et après cette partie conclusion, vous stoppez la pagination. Et vous pouvez rajouter ensuite toutes vos annexes. Bibliographie, vous pouvez rajouter votre glossaire encore une fois, vous pouvez mettre votre planning, certaines études que vous avez menées pour votre état de l'art, etc. Donc de manière détaillée. Sur les points forts, par exemple, vous pouvez dire lors de cette formation, j'ai pu apprendre telles compétences qui m'ont permis de répondre aux besoins de mon client. Mais aussi, j'ai pu découvrir certains outils, j'ai pu découvrir certaines techniques. Par contre, sur les axes d'amélioration, je vois que j'ai un manque de compétences sur mon projet, par exemple, optimisation SEO. Donc, va falloir que j'améliore cette partie-là parce que peut-être que je me dirige vers ce domaine-là. Justement, je souhaite devenir chef de projet en stratégie web marketing. Donc, je souhaite m'améliorer sur certaines parties que j'ai identifiées, par exemple la partie planification, mais aussi le management. Et sur une partie plutôt personnelle, pour moi, cette formation a été très enrichissante. Ça m'a permis à la fois de mieux comprendre les enjeux de mon futur métier, mais aussi les compétences nécessaires. Je peux en retenir aussi que mon métier ne s'arrête pas à la simple gestion des réseaux sociaux. Ça me permet d'avoir une vision globale du pourquoi et du comment de mettre en place une stratégie marketing. Cependant, mon intégration a été compliquée. J'ai eu beaucoup de tâches, j'ai eu beaucoup de pression, mais ça m'a permis de comprendre qu'il fallait de la discipline et que parfois, certaines contraintes, il fallait savoir les accepter et mettre en place des solutions pour pouvoir les gérer. Vous stoppez la pagination et vous mettez vos annexes. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans les annexes? Vous pouvez mettre votre planning de manière complète par rapport à votre projet, certains contrats d'une réunion, le lien de toutes vos sources pour l'état de l'art, ou les tableaux par rapport au KPI, si vous en avez beaucoup, quelques sondages, si jamais vous en avez trouvé pour votre état de l'art, des captures d'écran qui seraient peut-être beaucoup trop grosses à rajouter dans le corps de votre mémoire, tout ce qui est bibliographie, les sources que vous avez pu vous appuyer pour l'ensemble de votre mémoire, pas que sur l'état de l'art, et tout document qui vous permettront d'appuyer vos recherches et vos analyses. Et un dernier point.
quelques conseils pour réussir la rédaction de votre mémoire. Donc ici, moi, je vais vous exposer par rapport à tous les mémoires que j'ai pu faire en 4-5 ans et sur lesquels j'aimerais vous alerter pour que vous puissiez en fait rédiger un très bon mémoire. Déjà, de 1, appliquez-vous autant sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire que oui, votre contenu, il est très important, ça doit apporter de la valeur, mais votre document aussi, il doit être agréable à lire. Je peux vous promettre que quand on lit des mémoires qui sont longs de plusieurs dizaines de pages et qu'il n'y a que du texte, c'est un enfer. Généralement, on ne les lit pas. On reste en fait en surface, on essaye de voir les points les plus importants, mais on ne rentre pas dans le détail. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop long. Il y a beaucoup de points en fait qui sont difficilement interprétables pour nous en tant que jury. Et en fait, on essaye d'aller à l'essentiel. Si jamais vous arrivez à le rendre visuel, beaucoup plus agréable à lire, ben en fait, on passera beaucoup plus de temps. Et on creusera le sujet si jamais c'est nécessaire. Donc, moi, mon conseil, c'est à la fois de rédiger régulièrement des résumés, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais aussi de mettre des schémas, de mettre du visuel, de rendre en fait ce document beaucoup plus vivant, beaucoup plus graphique. Ok ? Il y a des outils qui vont vous permettre de faire ça, comme Canva, qui le fait très bien. Donc, appuyez-vous sur ces aimants-là. Point ultra important et qui est nouveau. N'abusez pas de ChatGPT. Pourquoi ? Déjà parce qu'en fait, les patterns en fait, de ces outils-là, on commence à les connaître. On commence à les détecter en tant que jury. Non seulement ça ne vous met pas en valeur, parce que vous ne mettez pas de contenu vraiment pertinent dedans, parce que ces outils-là en fait, sont trop généralistes. Il n'y a pas de contenu en fait, très intéressant à retirer de tout ça. Mais en plus, ça peut être considéré comme du plagiat. Et si jamais on détecte qu'un mémoire est full ChatGPT, ben ça peut être un zéro direct. Donc vous pouvez vous en servir, c'est pas un problème. Ça, moi je vous conseille même de vous en servir pour certains points. Mais par contre, faites pas du bête copier-coller. C'est-à-dire que pour votre état de l'art, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous ne servez pas de ChatGPT pour faire du copier-coller. Basez-vous dessus pour essayer de trouver des sources en lui demandant qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour analyser cette partie-là. Ça vous donnera des informations et après vous allez pouvoir récupérer des informations sur Internet. Attention aux fautes d'orthographe. Un document qui a trop de fautes, je peux vous promettre que c'est horrible. Alors moi je suis pas un extrémiste de la langue française, mais j'en connais. C'est la moindre faute, c'est terminé. C'est terminé dans le sens où en fait ils vont bloquer dessus et après ils vont pas vous lâcher par rapport à ça. Donc essayez de rendre votre document à la fois lisible, mais avec le moins de fautes possible. Il y a des outils qui existent. Par exemple, Antidote, c'est un plugin que vous pouvez mettre sur Word ou tout autre et qui corrige vos fautes. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour le faire. Hein. Donc essayez de vous faire relire un petit peu votre document. Et avec ChatGPT, faites attention aussi aux patterns, parce qu'il utilise tout le temps les mêmes patterns. Par exemple, il est important de, il est crucial de, il est essentiel de. Tout ça, en fait, c'est du ChatGPT. On le détecte très vite. Donc, enlevez-le. Et dernier point que je vous conseille, faites-vous accompagner. Que ce soit pour votre mémoire, mais aussi pour la soutenance un petit peu plus tard. La première personne vers qui vous devez vous tourner, c'est votre tuteur d'entreprise. C'est lui qui va pouvoir vous aider par rapport à votre problématique. Il va pouvoir vous donner toutes les informations nécessaires. Rapprochez-vous aussi de votre école, des formateurs ou du responsable de votre mémoire, pour pouvoir avoir des informations ou pouvoir savoir comment vous pouvez remplir votre mémoire. Ne restez pas bloqué sur un point si jamais vous avez besoin d'informations. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de l'accompagnement pour la rédaction de votre mémoire. Vous pouvez retrouver les liens de mon LinkedIn et de mon site web dans la description et donc me contacter directement. Et vous pouvez également télécharger le support de secours, toujours en lien dans la description. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre mon contenu autour de la gestion de projet. Je vous remercie encore une fois.